Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'est l'intelligence émotionnelle et puis comment faire pour la booster. Alors, on a tous envie d'être compétents émotionnellement pour orienter nos choix de vie et vivre des émotions les plus agréables possibles. Et d'un autre côté, on a envie de se servir de cette intelligence émotionnelle pour réduire le plus possible les émotions les plus désagréables. Et ça, c'est tout à fait normal. Alors, être compétent émotionnellement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement orienter ses choix de vie pour favoriser l'émergence d'émotions agréables, comme la joie, la plénitude, le fait de se sentir en paix. Et puis, être compétent émotionnellement, ça veut dire également faire en sorte de diminuer ces émotions désagréables, comme la peur, la colère ou la tristesse. Donc, plus tu es compétent émotionnellement, plus tu te connais et mieux tu sais réguler tes émotions et mieux tu sais avoir des interactions sociales autour de toi. Alors ça tombe bien parce que dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 piliers à maîtriser absolument pour booster votre intelligence émotionnelle. Et selon plusieurs études scientifiques, la maîtrise de ces 5 piliers que je vais vous exposer, ça favorise un meilleur bien-être psychologique, un meilleur bien-être physique, ça va de soi, de meilleures relations sociales et puis une meilleure réussite professionnelle. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les personnes qui sont compétentes émotionnellement sont en moyenne beaucoup plus heureuses et ont davantage confiance en elles. Alors avant d'aborder ces 5 piliers nécessaires à maîtriser pour booster votre intelligence émotionnelle, vous pouvez dès maintenant mesurer votre niveau d'intelligence émotionnelle grâce à un quiz que je vous ai mis en ligne qui est entièrement gratuit. Pour tester vos compétences, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et vous allez connaître votre niveau d'intelligence émotionnelle, que ce soit sur le plan intrapersonnel ou interpersonnel. Alors commençons par le premier pilier. Le premier pilier, c'est d'apprendre dans un premier temps à identifier ce que l'on ressent. Alors, tout d'abord, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On peut améliorer ses compétences émotionnelles à n'importe quel âge de la vie. Dans un premier temps, il va être question d'apprendre à identifier ses émotions ainsi que celles des autres. Les identifier va vous permettre de mieux les comprendre, de mieux les exprimer et de mieux les réguler par la suite. Alors, savoir identifier ses émotions peut paraître simple en apparence, mais dans la vraie vie, vous vous rendez compte qu'il y a des situations plutôt ambigu, où il va falloir apprendre à nuancer, à avoir de la nuance dans la perception de nos émotions, parce que certaines situations génèrent chez nous des états émotionnels qui sont parfois un peu ambigus. Et il va falloir faire tout un travail pour apprendre à nuancer, différencier nos émotions. Pour cela, je vais vous donner un exemple et vous allez tout de suite comprendre. Imaginons qu'au travail, vous devez faire un projet avec un binôme. Et ce projet, vous allez devoir le présenter devant toute l'équipe ainsi que les responsables de l'équipe. Le jour J de la présentation de votre travail, votre collègue monopolise toute la parole et vous n'avez pas eu une occasion d'en placer une alors que vous êtes engagé vraiment intensément dans ce travail d'équipe. Conséquence, le soir lorsque vous rentrez chez vous, vous vous sentez très mal, mais vous ne savez pas précisément ce que vous ressentez. Vous ressentez un mal-être, mais vous avez du mal à mettre des mots dessus. Est-ce que vous êtes en colère ? Est-ce que vous êtes triste de ne pas avoir réussi à vous affirmer ? Ou alors vous êtes peut-être anxieux de ne pas avoir pu paraître compétent devant toute l'équipe. Si vous vous retrouvez dans ce type de situation, pas de panique. Il y aurait 50% de la population qui éprouverait de la difficulté à mettre précisément des mots sur des états émotionnels. Et une autre statistique, 10% de la population serait alexithymique. Je rappelle que l'alexithymie concerne les personnes qui ont une grande difficulté à discerner des états émotionnels. Par exemple, une personne alexithymique ne va pas savoir, malgré le fait qu'elle ressente un mal-être, si elle est en colère, si elle est triste ou si elle a peur. Elles savent juste qu'elles se sentent mal. Or, si on a de la difficulté à identifier ses émotions, ça va être très compliqué d'avoir un comportement juste, un comportement approprié pour faire face aux difficultés qu'on rencontre. Pourtant, c'est à ça que ça nous sert nos émotions. Ça nous sert à nous adapter parce que ce sont des informations qui nous sont envoyées, qui nous témoignent des besoins et qui nous indiquent qu'il y a un besoin à remplir afin de retrouver un état d'équilibre. Donc, ne pas savoir les identifier, c'est les ignorer. Et ignorer ses émotions, ça revient à s'ignorer soi-même. Donc on ignore la place et le rôle que l'on peut occuper dans les différents contextes dans lesquels on se trouve. Alors pour améliorer sa capacité à identifier beaucoup plus facilement et beaucoup plus précisément ses émotions, il y a une manière très simple d'y parvenir, c'est tout simplement d'augmenter son vocabulaire émotionnel. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, on parle d'alphabétisation émotionnelle. Donc pour cela, il va falloir
se cultiver sur ce langage émotionnel, enrichir son lexique pour pouvoir beaucoup plus facilement déterminer avec des mots quel état émotionnel nous pouvons éprouver dans diverses situations. Et c'est comme les couleurs, les émotions. Il y a des couleurs primaires, tout comme il y a des émotions primaires, mais il y a aussi un tas de nuances émotionnelles, comme il peut y avoir un tas de nuances de couleurs. Donc plus vous allez avoir un vocabulaire qui peut exprimer de manière très nuancée des états émotionnels, des ressentis, plus vous allez être capable de nommer précisément et d'identifier ce qui se passe en vous. Par conséquent, plus on dispose de mots pour identifier nos émotions, et plus il est facile d'agir de manière pertinente face à nos émotions. Par exemple, si je vous demande si vous êtes envieux ou si vous êtes jaloux, eh bien c'est un peu difficile de faire la différence parce que les deux termes en termes de ressenti se ressemblent beaucoup, c'est vrai. Mais dans les faits, ces deux termes ne désignent absolument pas la même situation. Prenons un exemple. L'envie va intervenir lorsque vous allez désirer quelque chose qu'une autre personne possède. Par exemple, je peux envier mon voisin qui a une plus grosse et une plus belle maison que moi. Alors que la jalousie émerge lorsque quelqu'un arrive dans votre vie et désire quelque chose que vous avez déjà, quelque chose qui vous appartient. Ou lorsque cette personne ne désire non pas un objet, mais désire créer une relation avec une personne avec qui vous avez déjà un contact très intime. Donc, ici, vous n'allez pas être envieux, vous allez être jaloux. Et c'est donc une meilleure connaissance de votre répertoire émotionnel qui va vous permettre de mieux évaluer une situation déstabilisante. Et puis, c'est important d'identifier ses propres émotions, mais être intelligent émotionnellement, c'est être aussi en mesure d'identifier les émotions chez votre interlocuteur. Ça va vous permettre de mieux vous adapter à leur humeur, à leurs besoins et à leurs attentes. Alors, qu'on soit d'accord, il n'est pas question d'être à la cheville de votre entourage. Il est simplement question d'avoir un rapport équilibré grâce à ce sens aiguisé que vous avez. En percevant mieux les émotions des autres, vous allez pouvoir avoir un comportement qui va éviter les zones de friction. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on n'est pas suffisamment conscient émotionnellement de l'état de la personne avec qui on est en train d'interagir, on peut parfois lancer des mots qui peuvent être très mal interprétés parce que la personne est dans un état émotionnel tel que pour elle, recevoir ce mot est inconcevable. Par exemple, imaginons une situation typique, vous allez tout de suite comprendre. Imaginons que votre partenaire revient du travail, les sourcils froncés, les poings fermés, les épaules rentrées, le visage tout rouge, c'est absolument pas le moment d'essayer de glisser que la semaine prochaine, vous envisagez de partir avec vos copains en week-end au bord de la mer pour faire un enterrement de vie de garçon, par exemple. Ça, c'est complètement exclu parce que c'est absolument pas le bon moment. Il faut vraiment comprendre qu'être capable de décrypter les émotions des autres, ça va être pour vous une opportunité parce que ça va vous permettre de choisir le bon moment pour faire une demande lorsque vous en avez une. Le deuxième pilier consiste à comprendre les causes de vos émotions. Une fois qu'une émotion est identifiée, il est ensuite important d'en comprendre son origine. Par exemple, qu'est-ce qui a provoqué votre peur, votre tristesse ou votre colère? Parfois, le lien entre une situation et une émotion, c'est clair, c'est parfaitement évident. Quelqu'un vous agresse dans la rue avec un couteau, tout de suite, vous ressentez de la peur. Mais souvent, ce n'est pas si facile parce que les situations sont beaucoup plus nuancées. Alors pour cela, je vais vous donner un exemple et vous allez tout de suite comprendre. Imaginez, vous avez fait un dessert pour votre partenaire. Ce dessert, ça vous a pris toute une matinée. Vous vous êtes appliqué, vous avez mis toute votre volonté. Et puis votre partenaire vous fait une remarque sur ce dessert. D'un seul coup, eh bien, vous partez dans une rage folle alors que votre partenaire, factuellement, ne vous a pas dit vraiment quelque chose de très méchant sur votre dessert. Mais ça vous a mis hors de vous. Ce qu'il faut comprendre, ce sont les choses suivantes. Nos émotions reflètent l'état de satisfaction de nos besoins. Par exemple, la tristesse ressentie suite à une séparation reflète le besoin d'amour et d'affection. La honte peut être liée au besoin d'affiliation dans un groupe, alors que la peur traduit un besoin de sécurité qui n'est pas résolu. Ressentir des émotions désagréables a donc une utilité. Ça nous informe que nous avons des besoins importants qui ne sont pas satisfaits. C'est là qu'on parle de responsabilisation émotionnelle. Plutôt qu'aller chercher à l'extérieur des excuses, des béquilles pour soulager nos émotions, les identifier et les comprendre nous amène à devenir responsable de nos ressentis et donc d'adapter les comportements les plus justes et les plus adaptés pour retrouver
un état d'équilibre émotionnel. Donc si par exemple vous ne pouvez pas changer des états émotionnels dans des situations qui sont immodifiables parce que vous n'avez pas l'emprise sur tout, par exemple dans votre entreprise vous vous sentez peut-être mal mais vous n'avez pas le pouvoir de changer et de réorganiser la manière de travailler, eh bien essayez d'examiner les besoins non satisfaits qui sont à l'origine de cette émotion. Par exemple si vous ressentez de la colère, ça traduit un besoin de justice et de respect. Derrière chaque émotion se cachent, je le répète, des besoins très précis. Donc savoir identifier, comprendre le besoin caché derrière chaque mouvement émotionnel va vous permettre d'avoir le comportement adapté qui va permettre d'atténuer l'intensité de cette émotion. Donc en ayant conscience de ce besoin, j'ai besoin de justice, j'ai besoin de respect, eh bien je peux réfléchir au cadre dans lequel ces besoins qui sont si importants pour moi ne sont pas respectés. Imaginons que ça se passe au travail. Comme je vous l'ai dit précédemment, au travail, vous n'avez pas le pouvoir de changer l'organisation du travail, de changer la politique d'entreprise de votre patron et de changer la manière dont les salariés interagissent entre eux. Et ça vous gêne terriblement. Ce n'est pas pour autant que vous allez démissionner parce que vous avez besoin de ce travail. Par contre, vous allez pouvoir atténuer ce sentiment de colère, par exemple, dans un autre cadre, là où vous avez plus de pouvoir, là où c'est possible. Par exemple, à la maison, au niveau du foyer familial, vous pouvez faire ce travail avec vous et avec vos proches pour mieux exprimer et mieux répondre à ce besoin de justice et de respect. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir continuer à vous faire marcher dessus au travail. Ça veut simplement dire que, au moins dans un espace de votre vie, vous allez pouvoir agir sur ce besoin de respect et de justice. Par conséquent, lorsque vous allez aller au travail avec ces besoins qui sont satisfaits, vous allez beaucoup mieux supporter et beaucoup moins réagir émotionnellement face à ce que vous jugez hostile dans votre milieu professionnel. Le troisième pilier consiste à écouter ses émotions et à les exprimer. Maintenant qu'on sait qu'il est utile d'identifier ses émotions, de les comprendre et de saisir le besoin sous-jacent derrière chaque émotion, est-ce qu'il est utile de les exprimer tout le temps? Alors selon la plupart des scientifiques, plus on exprime nos émotions et plus on est heureux. Mais encore une fois, la vie nous réserve toujours des situations qui ne sont pas aussi simples que ça. D'autres recherches démontrent que dans certaines situations, exprimer ses émotions peut se révéler complètement contre-productif. Par exemple, contrairement à ce que je pensais sur la gestion de la colère, eh bien, j'ai lu dans des études récentes qu'exprimer sa colère en hurlant, en frappant dans un oreiller ne serait absolument pas cathartique. En fait, exploser de colère sans cible précise, sans vraiment savoir pourquoi on se met en colère, ça ne fait que prolonger cet état émotionnel. Alors la question n'est donc pas de savoir s'il faut exprimer ses émotions ou non, mais plutôt de savoir comment les communiquer efficacement. Alors pour cela, je vais vous donner une méthode qui va vous aider. On va imaginer une situation où encore une fois, vous travaillez en binôme avec un collègue et il s'avère que ce collègue est tout le temps en retard. Et ce collègue tout le temps en retard vous freine énormément dans votre travail. Résultat des courses, vous êtes en permanence énervé à cause de ce collègue. Donc ici, on va voir comment communiquer efficacement vos émotions pour améliorer la situation et puis surtout éviter le conflit et éviter que la situation s'envenime. Le plus souvent, lorsqu'on n'arrive pas efficacement à communiquer nos émotions, bien que nous ayons une perception claire de ce qui se passe, eh bien, nous ne savons tellement pas les communiquer que nous rajoutons de l'huile sur le feu et ce qui fait que la situation ne fait qu'empirer. Alors ici, je vais vous décrire une méthode point par point et ça va vous aider à désamorcer un conflit. Donc, lorsque votre collègue, qui est toujours en retard, arrive enfin, vous allez face à lui décrire la situation sans porter de jugement. Par exemple, au lieu de lui dire « Enfin, t'es toujours en retard », vous allez inéluctablement mettre votre interlocuteur dans une position défensive, puisque vous êtes en train de l'attaquer. Il est obligé de se protéger, même s'il est en tort, parce qu'il est touché dans son identité. Vous utilisez le pronom « tu ». C'est une attaque ad hominem. Il sera donc plus intelligent d'annoncer « il est 11h40 et nous avions rendez-vous à 11h ». Ensuite, dites comment vous vous sentez en utilisant le pronom « je » plutôt que le pronom « tu ». Pourquoi? Parce que vous prenez l'entière responsabilité de vos émotions. Donc, au lieu de dire « tu es énervant à être toujours en retard », vous pouvez plutôt lui dire « je suis particulièrement énervé aujourd'hui ». Ensuite, vous expliquez
pourquoi vous ressentez cette émotion. Je me sens énervé parce que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ensuite, expliquez pourquoi le comportement de l'autre est directement relié à ce qui est important pour vous et donc à la manière dont vous vous sentez. Puisque nous travaillons tous les deux sur ce projet et que tu me fais régulièrement attendre le matin, eh bien trop souvent je perds un temps précieux à t'attendre et ce temps précieux j'aurais pu l'utiliser pour travailler et m'avancer. Ensuite, une fois que vos émotions sont exprimées de façon calme et adaptée, eh bien vous pouvez proposer une solution concrète, pas une solution vague, sinon ça ne sera jamais tenu. Plus c'est concret, plus c'est précis et mieux on peut s'y tenir. Donc, au lieu de lui dire « Est-ce que tu pourras faire un effort la prochaine fois ?» Eh bien, vous pouvez améliorer la situation en lui disant « À l'avenir, préviens-moi 2 heures à l'avance lorsque tu es en retard, ça me permettra de me réorganiser beaucoup plus facilement. » Et puis, vous pouvez également demander à la personne de suggérer une solution. Pourquoi ? Parce que ça va la responsabiliser sur la situation. Très souvent, on omet souvent ça. Lorsqu'on responsabilise une personne sur une situation, eh bien son niveau d'engagement va être beaucoup plus élevé. Et le plus souvent, les personnes se sentent désinvesties de certaines situations parce qu'elles ne se sentent pas émotionnellement impliquées. Donc être intelligent émotionnellement, c'est également ça. C'est savoir ce qui se passe en soi, mais c'est aussi savoir se décentrer de soi pour comprendre l'autre. Savoir sur quel bouton appuyer pour que l'autre agissent en notre faveur. On peut parler de manipulation. D'ailleurs, il y a un livre que je vous conseille, c'est le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Je l'avais lu en psychologie sociale lorsque j'étais à la fac et vous allez vous rendre compte que les rapports sociaux sont en grande partie basés sur des jeux de manipulation. Mais dès lors qu'il y a une bonne intention derrière, comme celle de collaborer ensemble et de travailler en temps et en heure, cette manipulation n'a pas d'incidence grave, elle est plutôt bénéfique. Parce qu'elle permet de créer des relations et des rapports interpersonnels constructifs. Donc retenez bien qu'avoir une bonne capacité à exprimer ses émotions, ça comprend aussi savoir écouter celles des autres. C'est indispensable. Ensuite, une fois qu'on sait identifier nos émotions, une fois qu'on a compris nos émotions avec le message, le besoin sous-jacent, et une fois qu'on a exprimé nos émotions de façon calme et adaptée, il est temps d'apprendre à réguler ses émotions. Et ça, Aristote l'avait déjà compris. Et voici ce qu'il disait. Tout le monde peut être en colère, c'est facile. Mais être en colère avec la bonne personne, à bon escient, au bon moment, avec l'intensité qui convient et de la bonne façon, ce n'est pas facile. Et ce n'est pas donné à tout le monde. En fait, on régule nos émotions tous les jours, même lorsque vous ne vous en rendez pas compte. Alors prenons une situation en exemple. Imaginons que vous alliez en train tous les jours au travail et que votre ligne de train est particulièrement touchée par des mouvements de grève, ce qui vous amène à être très fréquemment en retard au travail. Évidemment, lorsque vous allez être sur le trajet, votre état émotionnel peut être bouillonnant et ça se comprend, vous avez toutes vos raisons. Par contre, lorsque vous allez arriver sur le lieu de travail avec des minutes ou des heures de retard, eh bien vous allez malgré tout réguler votre état émotionnel parce que vous ne pouvez pas être aussi furax que vous ne l'étiez en attendant le train sur le quai de la gare que vous allez pouvoir l'être avec votre supérieur ou vos collègues. Vous avez donc inconsciemment régulé vos émotions entre votre attente du train et votre arrivée sur le lieu de travail. Il faut bien comprendre que la régulation émotionnelle, c'est une compétence indispensable pour nos relations sociales. Dites-vous que les personnes qui gèrent mal leurs émotions ont en moyenne beaucoup moins d'amis et beaucoup moins de relations intimes. Et ça, c'est logique. Si on se met trop souvent en colère, si on est trop souvent jaloux, si on est trop souvent déprimé, au bout d'un moment, votre entourage va en avoir ras la casquette et il ne sera pas impossible qu'il vous tourne le dos. Donc, important d'être toujours conscient qu'il faille réguler ses émotions lorsqu'elles se présentent de manière trop intense. Pour cela, je vous en ai parlé des tonnes de fois sur les vidéos YouTube, vous avez la respiration de pleine conscience, vous avez la mise en mouvement, vous avez la cohérence cardiaque. Je vous ai donné aussi des conseils en gémothérapie pour réguler vos émotions. Vous pouvez par exemple commander du bourgeon de figuier en parapharmacie. Ça va drastiquement vous aider à réguler votre système nerveux et donc avoir une meilleure gestion émotionnelle. Et enfin, nous arrivons au pilier 5 qui consiste à accepter avec bienveillance ses émotions, même les plus désagréables.
Le meilleur moyen de se sentir à l'aise avec ces émotions désagréables, ce n'est pas de les supprimer, mais au contraire de les accueillir. Et c'est une fois que vous aurez accueilli cette émotion qui vous habite, qui est désagréable certes, mais puisque vous êtes déjà dans une posture d'accueil, vous êtes déjà dans le fait d'accueillir, d'avoir un esprit ouvert par rapport à une situation dérangeante qui génère une émotion désagréable. Le simple fait d'accueillir une émotion avec bienveillance, c'est-à-dire sans jugement, sans résistance et sans explosion émotionnelle, eh bien, ça revient au fait de se laisser habiter par cette émotion. Et c'est parce que vous vous laissez habiter par cette émotion qu'elle va circuler puis se diluer. Il sera donc plus facile ensuite de réévaluer une situation sans se laisser déborder et sans se laisser teinter notre regard par cette émotion qui va quelque part biaiser l'évaluation d'une situation. Et le fait de pouvoir réévaluer cognitivement une situation, eh bien ça va vous permettre de changer votre regard sur une situation qui est émotionnellement difficile et donc ça va vous permettre de la vivre émotionnellement de manière beaucoup plus apaisée. Parce que vous êtes dans l'accueil, vous n'êtes pas dans la résistance. Plus vous résistez, et vous pouvez imaginer cette métaphore-là, il y a une situation émotionnellement débordante, embarrassante, chiante, hein, on va le dire vraiment comme ça. Eh bien, plus vous tirez de votre côté, plus vous êtes dans la résistance parce que vous ne voulez pas voir la situation telle qu'elle est et plus la situation va devenir intense. C'est-à-dire que plus ça va tirer de l'autre côté. Au contraire, plus vous vous rapprochez de la situation pour mieux comprendre les contours, plus vous prenez du recul ensuite pour mieux comprendre ce qui se passe, pour mieux l'envisager et objectiver les faits qui se passent devant vous, eh bien, plus ça va se calmer et plus vous allez avoir un regard intelligent sur ce qui se passe et donc un comportement adapté. Un des principes fondamentaux dans la psychologie des émotions est que les émotions que nous ressentons dépendent moins des situations que nous vivons, mais plutôt de la manière dont nous percevons ces situations. On va illustrer ça par un exemple. Imaginons malheureusement que vous ayez un accident de voiture. Votre voiture est fracassée. Vous ne pouvez plus la conduire, il va falloir absolument en racheter une autre pour aller au travail. La première possibilité, c'est de se dire « Oh non, mince, encore une dépense imprévue. J'avais absolument pas le budget pour me racheter une voiture. Il va encore falloir que je pioche dans mon épargne alors que mon épargne était dédiée à d'autres projets beaucoup plus sexy. » Avec cette première option, évidemment, qu'est-ce qui s'ensuit? Eh bien, on va être en colère, on va être triste, on va passer par différentes phases émotionnelles, on va avoir du remords par rapport à ce qu'on a fait, on va s'en vouloir et donc on va se mettre à ruminer et on va ressasser, on va se rendre malade. L'autre option, c'est la suivante, c'est de se dire que certes, il y a eu beaucoup de dégâts, votre voiture elle est défoncée. Par contre, vous n'avez rien, vous n'avez pas une blessure. Vous pouvez donc vous dire que vous avez eu énormément de chance de rester en vie. Et ça n'a pas de prix. Et puis par la suite, vous pouvez même en tirer une leçon. La prochaine fois, vous pouvez vous dire que vous serez peut-être un petit peu plus prudent sur la route. Avec cette seconde option, les faits restent les mêmes. Votre voiture, elle est déglinguée. Par contre, vous allez ressentir un meilleur confort émotionnel. Vous allez ressentir un soulagement parce que vous avez fait le choix de la manière dont vous percevez cet accident. Parce que vous avez décidé de percevoir cet accident sous un angle positif, eh bien, vous êtes content d'être en vie. C'est ça, être intelligent émotionnellement, c'est pouvoir réévaluer une situation à votre avantage, sans vous faire du mal et sans faire des dégâts autour de vous. Alors, petit récapitulatif en quelques secondes pour booster votre intelligence émotionnelle. La première chose, c'est d'identifier vos émotions. La deuxième chose, c'est de comprendre les causes qui ont provoqué cette émotion. La troisième chose, eh bien, c'est d'écouter ces émotions et de savoir les exprimer de manière calme et adaptée. Le quatrième pilier, c'est de savoir réguler ses émotions. Et le cinquième pilier, c'est d'accueillir ses émotions avec bienveillance, même ses émotions les plus désagréables. Alors maintenant, si vous voulez évaluer votre niveau d'intelligence émotionnelle, faire le bilan, savoir où vous en êtes dans votre rapport avec vous-même, mais aussi dans votre rapport interpersonnel avec les autres, vous avez ce quiz qui est juste dans le lien dans la description de cette vidéo et ça va vous permettre de vous situer, de savoir exactement sur quoi travailler. Allez, je vous donne rendez-vous de l'autre côté, on commence tout de suite.